Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 24 avril 2021. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Je vous rappelle que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Ce matin, nous allons nous intéresser, alors vous le savez, le mois de Ramadan, c'est le mois de solidarité par excellence et nous allons nous intéresser aux actions des scouts musulmans en ce mois sacré. Hier, le 23 avril, nous avons célébré la journée mondiale du livre et des droits d'auteur. Retour sur cette journée de célébration. Avant-hier, le 22 avril, par contre, c'était la journée mondiale de la Terre. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de la protection de l'environnement? Nous aurons des invités avec nous pour en parler. Samira Hadj Amr, dans la rubrique habituelle du samedi, nous parlera des trésors de la Bibliothèque nationale. Nous terminerons l'émission en compagnie de Meissa Belaroussi. Cette fois-ci, elle va nous parler du premier jeûne de l'enfant, tout un rituel autour de cette journée exceptionnelle, non seulement pour l'enfant, mais aussi pour les parents. Voilà pour le menu de ce matin, mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va? C'est vrai? Quoi? C'est vrai que tu vas bien aujourd'hui? Oui. Oui. Tu viens de me dire que... Ah, je ne savais pas qu'il y avait un rituel. Je savais pas. Je me rappelle même pas de mon premier jour. Donc, ah si, moi je me rappelle très bien. Ah oui? Ah oui, je me rappelle très bien. Vous avez eu droit à la bague? À la bague dans le sherbet. Sérieux? Ouais. Et du coup, la bague... Non, on a fait attention. Tu l'as fait? Non, je l'ai pas. Tu l'as gardée? Bah non, bah voilà. À moitié, khada. À moitié. Khada, je suis désolée. Mais bon, au moins on m'a fait sherbet, on m'a mis la bague dans le sherbet. Sherbet, on y a droit tous les jours. Oui, mais c'est exceptionnel. C'est un sherbet qui fait rien que pour l'enfant jeûneur. Mais après, je sais pas. Enfin, C'est tous les yeux autour de toi, et puis il y a le café de la soirée, il y a la famille qui vient. Ouais, il a tenu le coup. Bah, tu vois, c'est... Après, je suis curieuse de voir la rubrique de Meissa. Franchement, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, cette histoire. Voilà, d'autant plus que tu sais même pas si tu as eu droit à ça. Je me rappelle même pas. Ça remonte. Ça sera l'occasion de poser la question. Oui. Tout à l'heure, quand tu rentreras à la maison. Mais ouais. Mais l'histoire de la bague, là, je suis pas d'accord. Hein. Si on la garde pas, ça sert à rien. Je ne sais pas si je l'ai gardée entre-temps ou pas, parce que j'ai gardé beaucoup de choses de ma mère. Je ne sais pas si celle-ci particulièrement je l'avais gardée ou pas. Il faudra demander, voilà. Ouais. Ça aurait été mieux de mettre un billet, pas dans sherbet, mais dans une boîte. Ouais. C'est encore mieux. Ouais. On verra pourquoi, de toute façon, avec Meissa tout à l'heure, oui, la voilà. bague dans sherbet, parce que ça a une signification. Hein. Et on verra pourquoi on la garde pas. Voilà. Ça a toute une signification, hein, de toute façon. Oui, hein, parce j'imagine. que l'or pour les filles, l'argent pour les garçons, enfin, c'est tout un rituel et toute une symbolique autour de cela. Voilà. De toute façon, tu suivras tout à l'heure, hein, mais ça, comme à l'accoutumée, tu fais toujours. De toute façon, je la suis toujours. Je suis voilà, aujourd'hui, ce sera avec 4 oreilles au lieu de 2. Oui. Particulièrement. Bien sûr. Sinon, Mina, ce matin, on a eu quand même droit à un beau soleil. Par contre, il faisait quand même un petit peu frais. Oui, bon, pour une frileuse comme moi, un peu plus. Je vous comprends. Enfin, je te comprends. Un peu plus, oui. Je te comprends, Nour, je te comprends. Voilà, un peu plus frileuse. Oui. Mais ce matin, il a fait quand même un petit peu frais, mais on a eu quand même droit à ce soleil. Oui. Voilà, on va la voir tout au long de la journée? Oui. Un peu plus de détails? Oui. Allez, on y va. Oui. Bonjour à tous. Excellent réveil. Effectivement, hein, un soleil plutôt dominant hein, sur la majeure partie du pays, notamment à l'ouest et au centre, malgré quelques petits nuages hein, en début de matinée. Un ciel plutôt dégagé hein, sur les oasis, le Nord Sahara. On notera de belles éclaircies vers l'est du pays, avec des vents assez forts vers la partie ouest jusqu'à 60 km/h. Quelques orages, un ciel voilé vers l'extrême sud, le Hogar et le Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera une hausse du mercure, notamment à l'ouest du pays, avec un maximum de 37 degrés à Tiaret, Rilizane. On notera 23 degrés à Alger, 28 à Tizi Ouzou, 22 degrés à Constantine, 21 degrés Batna, 31 degrés Gardaya, 35 à Béchar, 33 degrés à Tindouf et enfin 42 degrés à Borj, Bati Moukhtar et El Ghazam.
On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer agitée sur le centre et l'est du pays, très agitée, vers la partie ouest avec des vents entre 20 et 50 km/h vers la partie est, entre 40 et 60 km/h sur le centre et enfin entre 40 jusqu'à 70 km/h vers la partie ouest. Excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Et voilà, donc on aura droit au soleil tout au long de la journée. On est désolé pour le tutoiement et le vouvoiement. Non, mais vous m'avez tué hier. Alors, Toi, allez, ça y est, c'est bon. On va le refaire, ça sera mieux. on le fera flifta. Oui, comme ça sera pas... je vais pas m'embrouiller. Mais ça sera tu. Ce sera tu, d'accord. C'est promis, Mina, je ferai très attention la prochaine S'il fois. te plaît. S'il te plaît, Laura. C'est promis, je ferai J'y très arrive attention. plus, là. J'y arrive plus. C'est simple. Les amis d'enfance, on se tutoie et après on se vous voit en attendant. Les d'avoir tu, plus les d'affinité. vous, franchement, hein. Après, l'anglais, c'est sympa, hein, parce qu'il y a you, c'est pour tout le monde. C'est tout. Ah, c'est pour les filles, c'est pour les garçons, c'est pour le pluriel, c'est pour le singulier. On risque pas de. Au moins, là, c'est clair. Voilà. Au moins là, c'est Au moins, clair. là, c'est Voilà, clair. you pour tout le monde. Même en arabe, hein. Même en arabe. Anti. Non. En arabe, c'est anta, anti, antum, antouma, Oui, mais quand il y en a et- beaucoup, bon, Voilà. il n'y a pas le vous, il n'y a pas le tu. Hein. Oui. Mais c'est quand même riche. Voilà. Mais c'est Fallait promis, pas en Mina, la parler prochaine devant fois, je moi. ferai plus Fallait pas attention. en parler devant moi. Voilà, la prochaine fois, je ferai plus S'il te attention. plaît. Merci. Merci beaucoup, Mina. Très gentil. Oui, toi aussi, tu es vraiment très gentille. Mina, on te retrouve tout à l'heure. Oui. Après journal télévisé du midi. Tout à fait. Et après journal télévisé du 19h. Et le week-end prochain pour Avec Bonjour plaisir. l'Algérie. Très bien. Alors, bonne journée à toi et bonne Merci. semaine. Et on se retrouve donc Également. tout à l'heure, comme on a Tout dit, à l'heure. et week-end prochain. Oui. Et on continue notre programme pause musicale en compagnie du groupe Zaire qui nous fait une très belle reprise de l'Hajj Ben Isaac et on se retrouve juste après. راني نسعف في المكتوب ناوي ان شاء الله نتوب غرام قاصنين الشاب والجرح ما بغى يبرى لله يا اهلي عذروني راني نسعف في المكتوب ناوي ان شاء الله نتوب غرام قاصنين الشاب والجرح ما بغى يبرى حوط بيا ولا قدرت له بحروب حتى رجعت له مكسور عطيت مينا ورضيت بغلب وزادني تفياش داري عف داري ينوي للقتال يجي مزروب في الخلق ما يلو محبوب جميع كل من قساكي في كيف تشوت فتاش الصعيب وفيه الهين طاغي وفيه كل عيوب وانا بسهر وضروب بعد ما بان عشقي وظهر مول الغرام ما يخفاش غير الوقت سابق ليا وكل شي بالمكتوب حتى الزمان بالمقلوب بعد ما حلا ويتمنى بالمراه ما يخفاش ساعة في المكتوب
بغى يبرى الغرام بقى سنين الشاب والجرح لا بغى يبرى الخير والريا من زهى العاشقين والكتب من لا يحبه معيوب ما شاف ما شفا في زمانه جهدو يقول ما شفناش عشق والغرام دعاني بقيت بالهوى مسلوب عبيد صرت له مكسوب والغرام ما يتهنى حتى يصير فوق نعاش سيدنا يعقوب ذنبي كبير تغفر لي ربي فضلك ما يخلص كلامي مرتب ما يخفى فيهم طالعوا محسوب عبيد صرت له مكسوب فيهم طايع عند الكلمة ابن الست ما نخفاش الله يهدي عذروني راني نسعف المكتوب ناوي ان شاء الله نتوب غرام بقى سنين الشاب والجرح ما بغى يبرى لله يهدي عذروني راني نسعف المكتوب ناوي ان شاء الله نتوب غرام بقى سنين الشاب والجرح ما بغى يبرى لله يهدي عذروني راني نسعف المكتوب ناوي ان شاء الله نتوب غرام بقى سنين الشاب والجرح ما بغى يبرى راني نسعى في المكتوب ناوي ان شاء الله نتوب غرام بقى سنين الشاب والجرح ما بغى يبرى Et voilà, de retour sur le plateau après cette très belle chanson du groupe Tsaïr. Et voilà, donc comme je vous le disais ce matin, nous allons parler de solidarité et ce sera en compagnie des membres des scouts musulmans. Il s'agit donc de Hani Afrit. Bonjour Hani. Bonjour. Comment ça va? Merci pour l'invitation. Très bien. Marhaba Hani, ça fait longtemps. Oui. Ça fait longtemps, donc Hani, on a l'habitude de le recevoir souvent donc, pour nous parler des actions. Oui, c'est toujours un plaisir. Le plaisir est partagé Hani, marhaba bik. Et parmi nous également Majid Hachid. Bonjour Majid. Bonjour, très ravi Marhaba. d'être parmi vous aujourd'hui. Allah yasselmek, sahar mdankoum. Alors, on sait très bien que les scouts musulmans sont toujours présents dans pratiquement plusieurs activités, particulièrement quand il s'agit de solidarité, encore plus en ce mois sacré. Alors, parlez-nous un petit peu des actions des scouts en ce mois. Tout d'abord, c'est chaque année, donc c'est pas spécialement c'est durant toute l'année, c'est pas spécialement durant le mois de Ramadan. Mais toujours dans les cadres de ces actions de solidarité que mènent les scouts musulmans. Aussi dans le but de partager et de consolider les valeurs de fraternité, de coopération et de solidarité entre les musulmans durant ce mois sacré. Et aussi pour accompagner les efforts de l'État. Alors les scouts musulmans cette année ont tracé tout un programme durant ce mois sacré, tout d'abord avec l'ouverture de 500 restaurants pour les jeûneurs, avec un total de 5000 repas quotidiens. Donc soit à table, soit à emporter. Ces restaurants ont été ouverts pour accueillir les jeûneurs durant ce mois sacré, spécialement pour les personnes démunies. Et c'est sous l'encadrement des membres des scouts musulmans. Très bien. Alors, dans ce sens, Majid, il faut dire que la conjoncture sanitaire est toujours là, le Covid est toujours là. Donc, comment vous faites pour organiser tout cela parce que quand même 500 jeûneurs, vous nous avez dit, Hani 500 restaurants. 500 restaurants. À raison de 5000 repas par jour. Voilà, de 5000 repas par jour. C'est quand même énorme. Ce sont des efforts énormes. Alors, comment vous faites pour vous organiser? Bien sûr, il faut savoir que cette année, le mois sacré de Ramadan est spécial. On a passé ici la lutte contre le Covid-19 et en même temps, il faut commencer les activités de solidarité spéciales pour le mois sacré. Alors, l'organisation, il faut respecter les conditions sanitaires, comme on le sait tous, concernant les conditions sanitaires
d'aujourd'hui que traverse tout le monde. Concernant le nombre qu'a donné Hani, on a quelques restaurants qui peuvent proposer des repas jusqu'à 800 repas par jour. C'est énorme, hein? Oui, c'est énorme. Oui. Le plus grand restaurant que proposent les scouts musulmans algériens, c'est au niveau de Cheraga. Ils donnent 800 repas par jour. Alors comment vous vous organisez pour préparer donc 800 repas par jour, donc vous arrivez jusqu'à 5000 repas par jour. Comment se fait la mobilisation déjà des membres, la collecte des fonds et comment ça se passe? Pour accompagner ces mesures, ces actions de solidarité, les scouts musulmans ont consacré près de 60 000 volontaires. Distribués sur le territoire national. 60 000 volontaires. Oui, mais pas uniquement pour les restaurants, pour les jeûneurs. Il y a eu aussi la distribution de 50 000 colis alimentaires pour toujours les sur familles. Le territoire national, hein? Oui, pour les familles nécessiteuses. Donc on a plusieurs activités dans ce cadre. Alors comment vous vous organisez dans ce sens justement? Parce que par rapport à la collecte de fonds, par exemple, c'est quand même énorme. 50 000 colis, ça a été oui. 50 000 colis, 50 000 repas, c'est quand même très lourd. 60 000, c'est une population, hein, c'est une armée pratiquement, oui. 60 000 bénévoles. Pour vos informations, les scouts musulmans algériens, on est presque 110 000. Sur le territoire national. Alors pour nous, c'est pas un problème pour avoir comment dirais-je, les participants sur ces activités. Concernant les fonds, il y a pas mal de membres dans les scouts musulmans algériens qui peuvent participer sur le plan financier, même la population. Il y a quelques donneurs qu'on peut... C'est-à-dire que la population est très généreuse. Oui, hein, oui, bien sûr. Surtout quand il s'agit de solidarité. Oui, surtout en le mois de Ramadan. Oui. Très bien. Alors justement, dans ce sens, notre collègue Leïla Benaïcha est sortie sur terrain. Elle a suivi justement le travail des scouts musulmans sur terrain. Là, je vous propose de voir le reportage qu'a réalisé Leïla Benaïcha et on se retrouve juste après. À la Casbah d'Alger, le mois sacré du Ramadan a un charme particulier. On l'accueille dans l'enthousiasme, la piété et la grande solidarité. La section Al-Irshad des scouts musulmans algériens, incrustée dans ce quartier, n'échappe guère à ce rituel. عندنا عائلات تما مسيتينهم عندنا الليسته تاعهم نلحقوا لهم ديورهم وواش يقعد من لي بار نروحوا نسير بهم في لابلاصه تاع صح شو هذا عندنا فورغون نروحوا فيه ونهبطوا نكاريو ونسيروا. Pour les membres de la section et les autres volontaires, chaque jour est un défi pour préparer 300 repas chauds et des couffins de Ramadan à distribuer aux nécessiteux. Mais avant tout, il faut bien s'organiser et surtout respecter le protocole sanitaire et les mesures d'hygiène. chaque matin يتلاقاو جروب دو طلبه يتلاقاو الصباح جويه 8 تاع الصباح يكون كل جروب عنده الشاف ديالو يتقاسموا الخدمه الجروب الشاف دو جروب يقسم الخدمه على ليجان ديالو كاين اللي يروح يقضي في المارشي كاين اللي يروح يوجد الحاله في المطعم يبريباري وبيان سور العشيه يكون تسمى لو طرافاي الكبير يكون العشيه لابريميدي وين يتلاقاو الجروب يجوا يمباليو هذيك الماكله كاع ايتيك يديروها في لومبالاج تاعها ومن بعد يخرجوا يسيربيوها على مستوى شوارع بلديه القصر. Il est 10h10 du matin. Au café Toubal, emprunté à Derwish Samir, membre de la section Al-Irshad, 3 femmes volontaires sont déjà devant les fourneaux. Et nos jeunes scouts ont déjà mis les mains dans les boîtes à repas. Visiblement, tous sont contaminés par cet amour du partage et de la solidarité. احنا في الدويره تاع القصبه كي تعرفي كاين واحد عنده الاخر ما عندوش اللي يجي باش يتقاسم معاه الوجبه تاعو هذه نضنا عليها من كنا صغار. هذا الحي الشعبي هذا اللي نتواجدوا فيه القصبه
معروف الأبناء توعوا تضامن ما بيناتهم ماشي غير في رمضان مهما طيلة السنة تضامن بيناتهم يعاونوا الناس اللي ما محتاجين وكاع والفوج تاعنا هدايا اللي يقدروا مم اللي ما يقدرش وين يعاون ولا يجي ينضم لينا هكذا نكونوا كاع يد واحدة في رمضان والمواسم même في الأعياد كاع. Cette action se concrétise par des jeunes bénévoles de groupe ainsi avec la société civile qui nous aide à organiser et à programmer ce genre de programme de charité. Outre la distribution de repas chauds, la section El Irshad prévoit d'autres actions caritatives durant tout le mois sacré. Par exemple, إفطار عبير السبيل، قفة رمضان، قفة العيد، كسوة العيد وزيارة المرضى في المستشفيات. Le scoutisme algérien a autrefois participé à la libération du pays. Aujourd'hui, à travers ses différentes sections, il participe à sa construction en formant des individus intègres et solidaires entre eux. Et voilà, c'était donc le groupe El Irshad, c'est un groupe donc des anciens scouts musulmans. Est-ce qu'on doit comprendre que le scoutisme c'est dans le sang? Qu'on ne peut jamais se détacher des scouts? Oui, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Donc même quand on quitte, on est avec les anciens. Oui, bien voilà, sûr. donc on ne s'arrête jamais. Oui. Voilà. Alors là, on a parlé un petit peu des actions de solidarité par rapport donc, au mois de Ramadan. Il faut dire qu'en parallèle, vous continuez toujours vos activités pédagogiques, vos activités culturelles. Donc, qu'en est-il de ce programme? Oui, alors comme j'ai dit précédemment, donc, les scouts musulmans travaillent dans le service communautaire. Mais on n'oublie pas le rôle éducatif de notre organisation. Donc toujours avec les activités pédagogiques et culturelles, mais avec une touche assez spéciale durant ce mois de Ramadan. Comme vous savez, chaque année, il y a eu l'organisation des concours, par exemple pour la lecture du Coran durant ce mois sacré. Donc on adapte un petit peu les activités. Oui, on adapte pour le Ramadan. Il va y avoir aussi l'organisation de plusieurs fêtes religieuses pour nos jeunes volontaires durant ce mois sacré. Pour les jeunes volontaires, ben, c'est bien par exemple. On a une journée spéciale. On donne les cadeaux pour les gagnants dans la compétition de lecture de Coran, un et des différentes activités. C'est une journée spéciale. C'est une journée où on donne des cadeaux pour les petits-enfants qui sont jeunes pour la première fois. Ah ben voilà, on va en parler d'ailleurs dans un petit moment des jeûneurs pour la première fois, justement, tout le rituel qui tourne autour. Et généralement, on organise ces fêtes religieuses beaucoup plus pour récompenser les lauriers, les gagnants dans ces concours. Très bien. Donc, il va y avoir plusieurs concours durant ce mois de Ramadan. Ils seront récompensés dans des cérémonies durant ce mois. Inch'Allah. Mais sinon, il faut dire, Hani Majid aussi, que le problème donc, sanitaire, la conjoncture sanitaire est toujours là. On a vu ces derniers jours, malheureusement, une hausse donc, de cas de contamination donc, au Covid-19. Certainement, les scouts musulmans ont pris ça en considération. Certainement, parce que vous avez été au devant de la scène déjà dès le début. N'est-ce pas? On vous a reçu, Hani, déjà pour parler de cette question. Et j'imagine que vos actions continuent sur terrain. Oui, alors j'ai déjà parlé l'année passée, j'ai détaillé toutes les mesures qui ont été prises par les scouts musulmans, commençant par l'inauguration du comité national d'intervention, puis le lancement de la campagne nationale et toutes les campagnes qui ont suivi après. Et donc, durant ce mois sacré, donc, on n'oublie pas Covid. Pas Covid, donc la campagne nationale d'intervention face au Covid va continuer, toujours avec les campagnes de stérilisation pour les mosquées. Aussi, spécialement durant le mois de Ramadan, les membres des scouts musulmans vont contribuer à l'organisation des queues pour les fidèles dans les mosquées. Très bien. Et aussi, toujours avec les campagnes de don de sang durant tout le mois sacré.
C'est vrai que pour le don du sang, le mois de Ramadan, ça a un petit peu tendance à baisser. Oui. Donc là, vous encouragez encore une fois. Oui, par on rapport, organise et on sensibilise. Très bien, voilà. Mais sinon, toujours par rapport au Covid, vous avez aussi un projet dans ce sens, un contrat qui a été signé récemment? Oui, récemment et avant le Ramadan, un contrat a été signé entre les scouts musulmans algériens et l'Organisation mondiale de la santé concernant la lutte contre le Covid-19. Et bien, les activités concernant cette convention vont bientôt être lancées. Voilà. Donc ça sera sur terrain, Oui, bien encore sûr. une fois, Oui. pour combattre la Covid. Oui. Encore une fois, voilà. Oui. Mais sinon, aujourd'hui, nous sommes au 12e jour du mois de Ramadan, donc nous arrivons finalement à la moitié du chemin, n'est-ce pas? Et généralement, avant Ramadan, on prépare l'arrivée de Ramadan, et quand Ramadan arrive, on prépare très vite pour l'Aïd Saghir. Et j'imagine que vous avez déjà pensé à ça, même si vous faites ces 5000 repas par jour, n'est-ce pas? Oui, Même s'il y a 5000 repas par jour, vous pensez à ça, mais en parallèle, vous pensez aussi à la préparation de l'Aïd. Oui, donc à l'approche de Eid al-Fitr, les scouts musulmans ils vont contribuer à distribuer 5000 tenues au profit des enfants démunis. Inch'Allah. Inch'Allah. Les tenues d'Aïd et encore fêter la circoncision avec les petits-enfants. Surtout les 10 derniers jours de Ramadan, c'est le rituel finalement. Oui. Même nos groupes vont proposer des coups pour qui contiennent les ingrédients de l'Aïd. Pour faire les gâteaux. Bien sûr, pour faire les gâteaux, oui. Voilà. C'est ça. Même le jour de l'Aïd, il y a quelques groupes qui vont pour visiter les cimetières. Pour des campagnes de nettoyage. Voilà, très bien. C'est vrai que le jour de l'Aïd, il y a quand même une fréquentation importante des cimetières, effectivement. Oui. Voilà. Ben, des projets, probablement? Oui. Ah oui, toujours. Toujours des projets. On a dit on s'arrête jamais. On s'arrête jamais, voilà. Donc merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Hani Afrit, membre des scouts, Medjid Hachid aussi, membre des scouts. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Le plaisir est partagé. Là, donc on vous souhaite un très beau succès et puis très belle continuation et bravo pour tout ce que vous faites. Voilà, merci beaucoup. Encore une fois, on vous souhaite Ramadan Mubarak, Eid Mubarak. Hein, ça va très vite venir. Hein. Et on continue là, comme je vous le disais ce matin, hier, le 23 avril, nous avons donc célébré la journée mondiale du livre et des droits d'auteur. Et Yazid Eid Mahiddin est parti justement dans une librairie, un gros plan sur la librairie L'Arbre à dire. Et on se retrouve juste après. Un autre repère scintillant brille dans le monde du livre. Le lieu est une librairie, son nom, L'Arbre à dire, immortalisant ainsi l'une des œuvres les plus profondes de l'écrivain-poète, le regretté Mohamed Dib. Donc le nom de la librairie fait référence au livre L'Arbre à dire de Mohamed Dib, qui est un livre complètement exceptionnel, parce que qui n'a rien à voir avec ni la trilogie algérienne, ni la trilogie nordique. Ce n'est ni un livre, ni un essai, ni une nouvelle. C'est vraiment un livre de réflexion philosophique. Il est très bien écrit par rapport à la langue. C'est exceptionnel. D'accord. L'Arbre à dire opère son charme auprès du lectorat et invite les inconditionnels du livre à reprendre les bonnes habitudes dans le respect des barrières sanitaires. Nous sommes donc une librairie générale, nous vendons vraiment de la littérature, de la philosophie, nous avons aussi tout un espace jeunesse, donc on se fera un plaisir de vous recevoir, marhaba bekoum. Depuis le Covid-19, on a travaillé en collaboration avec 2 applications sur smartphone de livraison, qui sont Djibou et Temtem. Ce qui nous a permis, même lorsque on avait cessé l'activité, de quand même pouvoir vendre quelques ouvrages, mais c'est vrai que ça reste quand même bien insuffisant. La trilogie Algérie, sommeil d'œuvre et d'autres chefs-d'œuvre traduits en arabe sont cet héritage d'Ibien que ces temples de la lecture perpétuent pour l'éternité. On lit. Et toutes deux se manifestent dans la femme. Et c'est le voir plus parfaitement que dans toutes les autres formes où il se manifeste. C'est pourquoi la femme est...
Et voilà, de retour sur le plateau, c'était un gros plan donc de la librairie L'Arbre à dire, la librairie qui porte le nom donc du titre de Mohamed Dib, L'Arbre à dire. Et nous allons parler du livre et des droits d'auteur. Ce sera en compagnie de Madame Noura Bouzida. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik, sahar mdanek. tout le monde. Allah yaslimek, merci. Alors vous êtes éditrice et vous êtes aussi membre de l'Organisation nationale du livre. Alors avant de parler du livre, avant de parler de la symbolique de cette journée, je voulais parler encore une fois de... Voilà, donc à chaque fois qu'on vous reçoit, vous avez toujours le signe de solidarité, même si le mois de mars est terminé, mais vous comptez quand même. Tout à fait, parce que la lutte contre le cancer continue tous les jours, à chaque fois qu'on a l'occasion d'en parler. Donc voilà, effectivement, c'est pour rappeler à tout le monde qu'il y a des cancers qu'on peut éviter juste par la prévention, un diagnostic précoce et un dépistage comme le cancer du sein, le côlon, la prostate. C'est pour ça qu'il est bleu d'ailleurs. Voilà, il est bleu, voilà. Et donc, comme nous venons aussi de clôturer le salon d'information sur le cancer. Effectivement. Donc ça, c'est un symbole qui m'accompagne tout le temps, partout. Voilà. Effectivement, parce que la lutte contre le cancer se fait tout au long de l'année. Donc s'il y a des mois, s'il y a des journées, c'est juste pour s'arrêter, pour faire un bilan finalement. Oui, on rappelle aux gens que nous, en tant qu'association, nous sommes partout sur le territoire national pour les aider, les orienter à côté de tous les professionnels de la santé. Voilà, mais sinon, à côté, vous êtes aussi éditrice, vous avez une autre casquette. Alors aujourd'hui, on ne vous reçoit pas donc, comme membre de l'association, mais plutôt comme éditrice, comme membre de l'Organisation nationale du livre, justement pour, encore une fois, s'arrêter sur cette journée mondiale du livre, des droits d'auteur. Alors avant de parler donc de la situation du livre en Algérie, ce qu'il faut faire pour le livre, d'abord, quelle est la symbolique de cette journée? En fait, je pense que les journées symboliques de façon générale, donc c'est pour marquer un stop, pour dire voilà ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas fait. Donc ces journées, elles sont en général mondiales. Et heureusement que donc, chez nous, en Algérie, on a quand même un mouvement associatif qui active beaucoup dans tous les domaines, je crois. Et nous, en tant qu'éditeurs, en général, nous essayons quand même d'améliorer la situation du livre qui est, je ne veux pas utiliser des termes, on va dire, dramatiques, mais je veux alerter. Moi, comme mes collègues, cette année a été quand même assez terrifiante parce qu'elle a entériné l'enlisement et le marasme du monde du livre. En Algérie, si on revient quelques décennies en arrière, moi je me rappelle quand j'étais jeune, je me promenais sur la rue d'Idouche, il y avait au moins une vingtaine de librairies. Aujourd'hui, je pense qu'il en reste 3. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Dans les autres wilayas, n'en parlons pas, il faut vraiment aller fouiller pour trouver un semblant de librairie. Il y en a une quarantaine peut-être tout au plus sur tout le territoire national. Pour un pays comme l'Algérie, c'est une question qui doit non seulement nous alerter, mais vraiment nous pousser à nous retrousser les manches et à redonner au livre sa place. C'est pas sa place. En fait, il doit être au cœur de notre préoccupation nationale. Parce qu'un peuple et un pays sans culture, parce que c'est le livre qui véhicule la culture, la connaissance à la base, c'est l'outil par excellence de connaissance. Aujourd'hui, on est perturbé quand on parle d'Internet, de nouvelles technologies et tout. Mais en fait, le citoyen algérien, l'individu algérien s'est déshabitué de la lecture petit à petit. Et quand on voit un peu tout, c'est les masses médias, les radios, les télévisions, avec ce foisonnement. Mais quand je les regarde, je trouve une pauvreté terrible par rapport à la connaissance, à la culture. Et ça doit interpeller et ça doit vraiment nous pousser à faire plein de choses pour que ce livre redevienne on va dire, une matière qu'on voit tous les jours dans notre vie quotidienne. Donc nous, en tant qu'éditeurs, nous souhaitons vraiment activer avec les responsables de la culture et tout le monde, en fait, et essayer de faire reprendre conscience aux familles algériennes de l'importance d'habituer leurs enfants à la lecture. Avant de leur donner un portable, on doit leur donner un livre. On doit leur donner cet outil, un papier. On doit les habituer à lire, à voir un livre. Et même s'ils le déchirent, on s'en fout.
C'est déjà un premier contact. Voilà. Ne dit-on pas, Madame Bouzida, qu'un enfant qui lit est un adulte qui réfléchit? Mais bien sûr, voilà. En fait, c'est toute cette, comment dire, ce processus d'acquisition de la connaissance qui est à l'intérieur du livre. Le mot livre vraiment charrie tout ce qui fait l'avancée de l'humanité, tout ce qui fait l'humanité même. C'est l'acte de réfléchir, c'est l'acte d'exister par la réflexion et non pas par la nourriture ou par... voilà, donc à côté de la santé, on dit l'essentiel c'est la santé, mais vraiment, comme dit Victor Hugo, un être qui mange et ok, il vit, mais un être qui ne réfléchit pas, il rampe. Voilà. Après, on se demande, oui, et ça c'est Victor Hugo, c'est pas moi. Et nous-mêmes, dans notre culture, je pense que nous avons assez d'exemples comment dire, d'élévation par la culture, par la connaissance. Nous-mêmes, en tant que peuple aujourd'hui, si nous sommes indépendants, c'est parce qu'il y a eu une génération qui s'est battue pour diffuser la connaissance au sein d'une population qui avait été appauvrie intellectuellement par la colonisation. Et nous devons retrouver cette connaissance, nous devons retrouver ce lien avec notre patrimoine, parce que c'est un petit peu comme si on a été coupé de cette fonction vitale pour l'être humain. Et puis après, bien sûr, quand on est sûr de soi identitairement, on s'ouvre sur les autres. On ne s'enferme pas. La connaissance nous fait, nous libère de la peur de l'autre aussi. C'est tout ça. Vous savez, moi, mon slogan, c'est vraiment, en tant qu'éditrice, hein, en tant que Samar Édition, mon slogan, c'est vrai, j'ai un petit peu utilisé, vous savez, la fameuse parole de Jules César. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Voilà, moi je dis, je suis venu, j'ai lu, j'ai vaincu. Effectivement, qu'est-ce qu'on a vaincu avec la lecture? C'est vraiment l'ignorance, l'indifférence, la violence. La violence vient de l'ignorance, elle ne vient pas d'autre chose. Donc soyons assez courageux pour remettre ce livre et bien sûr, pour le remettre au sein de la famille algérienne, il faut faire des petites choses. Vous savez, le livre, c'est peut-être la chose la plus facile à remettre au sein de... Ça ne coûte pas cher, et puis il doit y avoir une politique des autorités publiques pour faciliter l'acquisition du livre, pour réouvrir ces espaces qui sont en train de fermer. Vous savez, une librairie comme l'Arbre à dire, moi j'aimerais en voir des centaines partout en Algérie, des plus modestes, des plus importantes, des bibliothèques municipales. Tout ça, ce sont des espaces de lecture. Nous devons effectivement avoir des librairies où on peut acheter le livre, mais aussi on doit avoir des bibliothèques où on peut acquérir le livre. Vous savez, avant, on avait une bibliothèque municipale un petit peu partout dans les quartiers et on les achetait pas. On les échangeait, on avait une petite carte. Une petite carte, effectivement, carte d'abonnement. Et ça, c'est quelque chose d'adhérent. Et on acquérait les livres, on les lisait et on les remettait dans l'état et dans les classes. Aujourd'hui, je ne vois pas les enfants avoir un devoir de lecture à la maison, ni pendant le week-end, ni une fois par an. Et dernièrement, entre nous éditeurs, on s'est échangé une vidéo où un chercheur français parlait de l'intelligence de l'homme par rapport à l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle qui peut dominer l'intelligence naturelle. Et en fait, la seule solution que ce chercheur proposait, je vais peut-être vous étonner, mais moi-même, j'ai été étonnée et très heureuse. Et je me fais un plaisir de répéter cela sur ce plateau. C'est que l'intelligence de l'homme ne peut vaincre l'intelligence artificielle que par la lecture. Et il a recommandé de mettre entre les mains des enfants 3 livres par semaine. Vous imaginez qu'on est très loin de cette... Si on lit 3 livres par an... Effectivement, on est très loin, Madame Bouzida, mais il faut dire aussi que ce recul par rapport à la lecture, par rapport au contact avec le livre, il faut dire que c'est un phénomène mondial, parce qu'on a vu plusieurs enquêtes qui ont été publiées, notamment, par exemple, par rapport aux fautes d'orthographe, parce que si on fait beaucoup de fautes d'orthographe, c'est parce que à côté, il n'y a pas beaucoup de lecture, finalement, parce que c'est la lecture qui nous apprend un petit peu le vocabulaire, l'orthographe, etc., en plus de toutes les valeurs donc, que vous avez énumérées tout à l'heure, donc qu'on
combattre la violence, l'ignorance, etc. Et justement, en tant qu'éditeur, qu'est-ce qu'il faut faire justement? Quelles sont les stratégies à avoir pour renouer justement avec le livre, renouer avec la lecture? D'abord, il y a une première responsabilité sur un plan légal. Donc, on peut aider le livre, la diffusion du livre en diminuant ou en exonérant carrément, vous savez, la TVA sur le livre. On peut très facilement, un pays comme l'Algérie peut s'en passer et en même temps, ça va aider les éditeurs à diminuer leurs livres. Parce que tout le monde doit jouer le jeu. Tout le monde, les libraires, les éditeurs et donc les autorités publiques. Donc, il y a sur un plan fiscal, quelque chose qu'on peut faire très rapidement et très facilement. Aujourd'hui, on parle de production nationale. Or, il n'y a pas, on ne voit pas sur le terrain cet encouragement qu'on doit avoir pour aider à la diffusion du livre. Ça, c'est d'une. Deuxièmement, donc nous, en tant qu'éditeurs, on a la responsabilité de tout faire pour mettre entre les mains du lecteur algérien un livre de bonne qualité, que ce soit en termes de contenu ou en termes de forme. Après, il y a donc par exemple, vous savez, les dispositifs d'aide à la jeunesse. Très peu de jeunes pensent un jour à ouvrir une librairie, parce on n'en parle pas d'abord. Et dans les dispositifs, quand il va, par exemple, il y avait l'Ensège, il y avait quelques imprimeurs qui ont pu ouvrir des imprimeries, mais de librairies, moi, je ne connais pas de libraires qui ont eu cette aide en tant que jeunes, et libraires, bien sûr, je ne parle pas des seniors. Maintenant, il y a cette diffusion de la lecture dès le plus jeune âge. Il faut que nous, adultes, aujourd'hui, on puisse faire cet effort de nouveau pour que dans les familles, il y a des associations de parents d'élèves. Je ne sais pas, est-ce qu'elles parlent avec les directeurs d'école de réouvrir des espaces de lecture pour leurs enfants, surtout au primaire. Donc réhabituer toute la famille, même vous savez, parfois il y a des mamans et des papas qui ne lisent pas, mais ils doivent au moins prendre conscience qu'ils doivent mettre 1 ou 2 étagères avec des livres au milieu de leur salon ou dans les chambres de leurs enfants. Donc ça, c'est, on remarque tous qu'il n'y a pas ça. Excusez-moi, juste pour revenir un petit peu au recul de la lecture. Je vous donnerai la parole dans un tout petit moment. Vous m'excusez parce que là, nous avons par Skype, on va partir juste du côté de France. Nous avons par Skype, il nous attend justement Monsieur Fethi Melodi, qui est le président du collectif d'aide aux étudiants en France. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Est-ce que vous êtes avec nous, Monsieur Melodi? Alors on rappelle que le collectif d'aide aux étudiants en France, aujourd'hui d'ailleurs, ils vont faire une opération de distribution de 250 colis donc sous le slogan Soyons solidaires. Donc apparemment on a perdu l'appel, on va revenir dans un petit moment. Il est là? Bonjour. Il est là. Bonjour, voilà, il est là. Bonjour. Bonjour. Monsieur Melodi, bonjour. Oui, bonjour Amel. Sahar Mdanek. Sahar Mdankom. Merci pour l'invitation. Alors, Monsieur Melodi, on disait qu'aujourd'hui même, vous allez lancer une opération quand même assez intéressante, assez importante. 250 colis seront distribués aujourd'hui. Exactement. Je suis en direct d'ailleurs de la Grande Mosquée de Paris. En fait, aujourd'hui, c'est la 2e opération sur le mois de Ramadan. Aujourd'hui, on est en train d'attendre les étudiants que l'opération va commencer à 11h heure française. On va pouvoir distribuer 250 colis aux étudiants algériens. Ce sera l'occasion aussi pour qu'ils soient rassurés, en fait, parce qu'il y a la période des examens qui commence là, fin avril, début mai. Donc, ils seront rassurés avec ce colis-là pour pouvoir, en tout cas, bien travailler pour les examens et les réussir, Inch'Allah. Alors, vous travaillez en ce moment en partenariat avec la mosquée de Paris, Monsieur Melodi? Exactement, en fait, c'est la mosquée de Paris qui nous accueille aujourd'hui. Donc, les locaux, ils sont de la mosquée de Paris. Après, les colis, en fait, c'est des chefs d'entreprise. Donc, c'est des partenariats avec des chefs d'entreprise qu'on a mis en place pour c'est eux qui financent à 80% les colis alimentaires aujourd'hui. C'est des chefs d'entreprise algériens, en fait, qui opèrent ici sur l'île de France et que c'est un vecteur important, en tout cas pour nous aujourd'hui, parce que ils sont d'une solidarité très très importante et je leur salue et je leur apporte tout mon soutien, ces chefs d'entreprise-là. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Fethi Melodi. Bravo pour tout ce que vous faites. On vous souhaite beaucoup de courage.
et bonne continuation pour ce que vous allez entreprendre. Donc, je rappelle, Monsieur Fethi Melodi, vous êtes le président du collectif d'aide aux étudiants et vous avez été parmi nous en direct à partir de Paris, de la mosquée de Paris particulièrement. Merci beaucoup. Alors, je reviens à vous, Madame Bouzida. Donc, là, on a parlé un petit peu de la situation du livre, ce qu'il faut faire encore pour renouer avec la lecture, pour renouer avec le livre. Mais ma question aussi serait, en ces temps de confinement, donc il y a eu quand même un isolement, est-ce que vous avez quand même ressenti qu'il y a eu une réconciliation, on va dire, avec le livre pendant le confinement? Non. Non. Non, du tout. Pas spécialement. Non, parce que d'abord, voilà, je vous ai dit que le peu de librairies qui étaient ouvertes, donc qui existent encore, étaient fermées plus tôt. Nous, en tant qu'éditeurs, nous avons vu beaucoup d'éditeurs mettre la clé sous le paillasson, donc, et libérer les quelques travailleurs qu'ils avaient. Nous en avons perdu aussi quelques-uns qui étaient des repères. Allah yarhamou, c'est Mohamed Ben Zikour, que nous avons perdu au début de la pandémie, et quelques autres, Monsieur Mahmoud Ben Marabot, Allah yarhamhum. Donc voilà, maintenant, le confinement, effectivement, vous savez, un être humain ne peut pas changer ses habitudes comme ça parce qu'il est confiné. On va, effectivement, on regarde la télé, on va sur le Facebook, on va un petit peu sur... donc on utilise la nouvelle technologie, mais moi je ne crois pas à la fable qui dit que nous ne lisons pas parce que nous sommes sur Internet. Les Algériens ne lisent pas sur Internet, ils chattent, ils discutent, ils parlent de tout et de rien, mais pas du livre. Moi c'est une expérience personnelle et avec mes collègues, donc quand nous partageons, à part quelques événements comme ça où il y a des réactions, mais sinon c'est silence et voilà. Donc il ne faut pas croire que la nouvelle technologie en Algérie a remplacé le livre papier. Cela aurait été très bien. On se serait pas on se serait adapté, on aurait été vers le livre numérique. Parce que la question, effectivement, la question n'est pas le livre en lui-même, mais la lecture. C'est vraiment l'acte de la lecture. Exactement. Donc ça, par contre, je peux vous dire qu'aujourd'hui, moi, j'aimerais bien être démentie par la réalité. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et en fait, là, j'en profite pour faire cet appel à tous ceux qui nous entendent, qui nous écoutent. C'est vraiment parce que ce n'est pas un effort personnel, c'est un effort de toute une nation. De tout le monde, c'est-à-dire les parents, les enfants, les directeurs d'école, c'est-à-dire, enfin, quand je dis les enfants, c'est vraiment de les réorienter. Parfois, on me dit, ah oui, l'enfant, il pleure, il veut le portable, le téléphone, mais c'est pas l'enfant qui décide. Moi, je crois pas à l'enfant roi. Un enfant, c'est une matière, c'est une page blanche. Voilà, une matière malléable. Donc voilà, c'est le parent qui décide, ce n'est pas l'enfant. S'il pleure et que je lui donne un livre et que je lui dis le téléphone, c'est pas pour toi, et ben sinon on peut leur donner aussi plein de choses. Quoi, mange en tant qu'adulte, on leur donne du piment, pourquoi pas. Voilà. Oui, c'est une belle métaphore, effectivement. Voilà. Donc franchement, il y a un effort monumental à faire. Et tout à l'heure, vous parliez de un petit peu ce recul donc dans le monde. Oui, effectivement, partout dans le monde, il y a un recul, mais c'est des proportions. Vous savez, quand on a des best-sellers en Europe où on vend 1 million ou 500 000 exemplaires, nous, quand on parle de best-sellers, si ça dépasse 10 000, c'est que vraiment, c'est un grand, grand best-seller. Donc aujourd'hui, les éditeurs se retrouvent à éditer par 200, 100 exemplaires par livre. Vous imaginez la pauvreté, donc on ne compare pas l'incomparable. Ne nous leurrons pas, ne nous fermons pas les yeux devant cette triste réalité. Et je crois que si nous continuons comme ça, eh ben c'est le mur qui nous attend. Un mur, je parle d'un mur civilisationnel, du mur historique. Nous allons disparaître. Il faut dire, Madame Bouzida, grâce à vos efforts, justement, et grâce à tout ce que vous faites sur terrain, espérant que nous n'allons pas arriver à ce mur. Voilà. Inch'Allah. Merci en tout cas, beaucoup. nous, on ne baisse pas les bras. Effectivement. On n'arrête pas de faire ces appels et d'encourager toutes les initiatives, d'être nous-mêmes les premiers. Par exemple, dès que nous avons eu la nouvelle autorisation pour organiser des salons en présentiel, nous, en tant qu'ONEL, on a organisé le premier salon national en Alger du livre. Alger du livre, effectivement. Donc, vous étiez parmi nous d'ailleurs pour en parler. J'étais là et on en a parlé comme le livre, une vie.
parce que vraiment, au centre de la vie, il y a le livre. Très bien. Merci beaucoup, Madame Bouzida, d'avoir été parmi nous ce matin et bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Voilà. Et on continue. Et cette fois-ci, ce sera une virée que nous allons vous proposer du côté de l'hôtel Sofitel, puisque en ce moment, l'hôtel même abrite une très belle exposition artisanale. C'est une exposition qui va durer jusqu'au 10 mai, donc tout au long du mois de Ramadan. Donc vous pourriez aller faire un petit tour pour rencontrer les artisans, pour voir un petit peu les objets traditionnels qui sont exposés en ce moment. C'est une exposition qui commence à 13h et vous pouvez même aller la visiter juste après le ftour. Donc c'est un reportage de Maya Amrani, on se retrouve juste après. L'hôtel Sofitel abrite une exposition artisanale durant tout le mois de Ramadan. Organisée par Lydia Ladjouzi, cette exposition riche et diversifiée a pour objectif de promouvoir l'artisanat national et de perpétuer notre patrimoine artistique tout en lui impulsant des idées nouvelles. En témoigne ce foisonnement d'objets constitués de matières et de formes diverses qui illustrent la richesse créative de ces artistes. Je suis une personne qui travaille les métaux, le cuivre et l'argent. Donc je les mets ensuite sur différents supports, sur des foulards, quand c'est des bijoux, bon, on les porte directement. Ou alors j'utilise les métaux que je façonne, que je grave, que je découpe sur des tableaux. Moi j'appelle ça l'école art, donc collier artistique, collier bijoux. Et voilà. Comme ça. Bijoux et foulard en même temps. Et on a une khamsa stylisée, martelée, en cuivre rincé à l'or, à laquelle j'ai rajouté des pierres semi-précieuses, donc turquoise et lazuli. Avec beaucoup de subtilité, la jonction entre tradition et avant-garde reste ancrée dans la culture algérienne. On travaille le béton. On travaille spécialement le béton et la pierre. Et ce qu'on expose aujourd'hui, c'est le béton. Comme vous le savez déjà, le béton, c'est une matière triste, grise, mais on le façonne pour proposer des produits esthétiques. Et d'ailleurs, notre slogan, c'est l'esthétique brute. On propose comme vous pouvez voir, cette lampe, fusion des temps et des matières. C'est un simple cube en béton, mais avec une belle céramique qui nous rappelle la Casbah. Cette jeune artiste a saisi l'opportunité de mettre en évidence un talent dans l'art décoratif. J'ai fait l'école des beaux-arts et puis un soir j'ai commencé à façonner déjà un pot en béton. Donc j'ai commencé à le façonner, j'ai commencé à le peindre et tout, et puis de là j'ai eu l'idée de me lancer, on va dire, dans ce que je fais. Voilà. Le travail du cuir, fait main, donne une vision contemporaine de l'histoire, du style et du désir d'un design nouveau. Là c'est un porte-revue, oui. Donc c'est toujours du cuir, à l'intérieur c'est du bois, donc c'est du hêtre à l'intérieur, c'est du plaquage en hêtre. Et puis là, c'est une chaise, c'est une reproduction d'une chaise qu'on appelle la chaise papillon. Voilà, c'est un cuir tannage naturel qui va vieillir très bien avec le temps. Et là, vous avez des porte-mouchoirs. Donc vous avez le petit modèle qu'on peut ouvrir sur le côté et faire glisser sa boîte à mouchoirs. Moi je participe avec mes couffins et quelques nouveautés ou pas, mais bon, toujours des classiques, le couffin avec des anses en cuir, comme vous pouvez voir sur celui-ci. Voilà, ce modèle-là. Il y a aussi les cache-pots. Le couffin s'invite dans nos intérieurs avec les cache-pots ou les paniers à linge. Vous avez ce modèle aussi un peu plus coloré. Ben, sinon, il y a celui-ci, le best-seller de couffin de Jasmine. C'est l'africaine. Voilà. Celui-là, indétrônable. On remarquera que beaucoup de jeunes femmes se lancent dans la création du bijou fantaisie.
fait main. Chaque article est dessiné, réfléchi afin de créer un bijou qu'on peut porter. La céramique, utilitaire ou expression artistique, reflète les changements des modes de vie. La céramique demeure une source inépuisable d'inspiration. Cette exposition est l'occasion de rencontres, d'échanges, de retrouvailles dans une ambiance très cordiale. Une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est l'IMA à faire. Et c'est donc une exposition que Maya Amrani a couvert pour nous, une exposition qui se tient en ce moment même au niveau donc, de l'hôtel Sofitel et qui va durer jusqu'au 10 mai. Alors hommage à tous les artisans qui travaillent justement d'arrache-pied pour préserver un petit peu le patrimoine et donc il faut dire que le monde de l'artisanat est endeuillé aujourd'hui par la disparition de Hachmi Ben Mira qui lui est le doyen des maîtres d'inandier. Voilà. Et à présent, donc, nous allons rester avec les trésors, mais ça va être des trésors d'un autre registre. On va rester dans les trésors du livre, les trésors que recèle en ce moment la Bibliothèque nationale. Et c'est en compagnie de Samira Hadjamar. Bonjour Samira. Bonjour Nour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Drôle de grimace, Samira. J'ai fait une grimace. Non, non. D'accord. C'est juste, on reste dans le quartier du Hamma. D'accord. Moi j'ai été à l'exposition Hadia avec les artistes et artisans. Voilà. Alors pourquoi je dis artistes? Parce qu'il y avait une exposition d'œuvres d'art, de peinture, celle de M.L. Gilani. Elle est au premier étage. C'est très beau. Il faut y aller. Vraiment, si j'avais moyen, j'achèterais. Hein. Il y a les prix qui sont affichés, on peut acheter. C'est pas très très cher, mais ça coûte un petit peu d'argent quand même. Voilà. Il faut avoir les moyens pour. Il faut avoir les moyens. L'exposition est à visiter, est à très voir. Belle exposition. Très belle exposition. Donc ça nous permet quand même de découvrir plusieurs objets, plusieurs créations. Oui. D'autant plus qu'il n'y a aucun objet qui ressemble à l'autre. À l'autre, c'est de l'art et de l'artisanat, exactement. Il y a aussi Nordin Hamouche qui expose là-bas. Oui, effectivement. Voilà. Alors on reste dans le quartier, on va à la Bibliothèque nationale d'Algérie, ou plus communément appelée la Bibliothèque du Hamma. Voilà. Donc, alors pourquoi j'ai fait la grimace? Peut-être parce que tu as dit en ce moment. En fait, ça fait presque 200 ans que les... J'avais dit en ce moment par rapport à l'expo. Ah, d'accord. Par rapport à j'ai dit que se tient en ce moment, je dis l'expo qui se tient en ce moment et qui va durer jusqu'au 10 mai. Voilà, j'ai parlé de l'exposition. C'est Ramadan, c'est Ramadan. Il a bandeau le Ramadan. Donc voilà. Oui, c'est ça. Pour juste rappeler... Bouc émissaire Ramadan, toujours comme ça. Juste pour rappeler que la première bibliothèque d'Algérie a été créée en 1835. Elle n'était pas au Télémy, donc France Finance qu'on connaît juste au-dessus du pont. Oui. Elle n'était pas non plus à la bibliothèque du Hamma qui elle a été dans la construction a été achevée en 1994 ou voilà au début des années 90, mais elle était au niveau de la caserne des janissaires à Bab Azoun, si je me trompe pas, à Bab Loued, pardon. Non, à Bab Azoun, c'est ça. Bab Loued. C'est encore une date. Puis parce qu'elle a été transférée plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, le volume espace n'était pas suffisant. Il y avait à chaque fois, on était en pleine colonisation, donc à chaque fois, il y avait des manuscrits, des livres qui étaient récupérés, ça prenait plus de place, ils avaient plus besoin de commodité. Donc elle a connu plusieurs emplacements, dont le palais de Dar Mustafa Becha. Voilà. Donc en 84, il décide, suite à une restructuration un projet culturel, d'une politique de projet culturel et urbanisation, il décide de le placer au début au plateau des Anasser et ensuite de le ramener au quartier du Hamma, qui est
réellement un quartier très intéressant du point de vue culturel, historique, et ce serait bien que ça se développe encore un peu plus. J'ai fait un reportage, pour résumer la chose, sur la Bibliothèque nationale. Non, pas précisément, précisément sur les manuscrits du Coran. Alors pourquoi c'est intéressant? Qu'est-ce qu'il y a à la bibliothèque du Hamma? Il y a des très très vieux livres rares et précieux, dont un parchemin. Alors le parchemin et le manuscrit, c'est quoi qui les différencie? C'est le matériau utilisé. Pour les parchemins et même pour certains manuscrits, ce sont des peaux d'animaux, donc de chèvres ou je ne sais pas, avec du mouton, là, je ne sais pas ce qui est utilisé. Donc c'est un fragment du Coran. Ce sont quelques pages de Surat An-Nur et Surat Al-Mu'minin qui, alors pourquoi je parle précisément de ce parchemin? C'est le plus ancien. Il date à peu près du IIIe siècle de l'Égypte. Voilà. On va voir tout ça en images. On va voir tout ça en images. Et ben voilà. Donc ce sera un reportage sur les manuscrits qui sont conservés en ce moment, Samira, au niveau de la Bibliothèque nationale, n'est-ce pas? Depuis 200 ans. Depuis 200 ans. Voilà. Donc on vous propose ce reportage et on se retrouve juste après. Des fragments, des parchemins, des manuscrits, rares, précieux, sont jalousement gardés à la Bibliothèque nationale d'Algérie. Ces trésors cumulés depuis bientôt 200 ans sont le témoin de grands moments de l'histoire du monde. La Bibliothèque nationale d'Algérie conserve dans ses coffres 4500 volumes de manuscrits dans tous les domaines ou toutes les sciences. On trouve dans le coffre des manuscrits en sciences islamiques, comme le hadith, le fiqh, le riyadiyat, le fiqh, l'aqida. Et à côté de ça, on trouve bien sûr des manuscrits en géographie, histoire, mathématiques, médecine, pharmacie. Et bien sûr, un manuscrit très rare en gériatrie, c'est la médecine des vieux. La parole du divin, transcrite avec amour et patience, dans l'or et l'ornement, de pierres précieuses et de cuir, de forme originale, d'écriture appliquée par les maîtres de la calligraphie persane et arabe. Le plus ancien de ces manuscrits date du IIe siècle de l'Hégire et le plus récent de ces manuscrits date du XXe siècle. La Bibliothèque nationale conserve 139 manuscrits du Coran. Ce qui caractérise ces collections de manuscrits, c'est qu'on a le plus ancien, ou on possède le plus ancien manuscrit écrit sur parchemin avec une calligraphie koufique. Il date du 8e siècle de l'ère chrétien et le 2e siècle de l'Hégire, bien sûr. Voilà. À côté de ce manuscrit, ce genre de manuscrit, on a des manuscrits très précieux qui contiennent de l'or. Et bien sûr, avec des enluminures en utilisant de la pierre lapis-lazuli. Thomas Ben Yahya, l'unique spécialiste du filigrane en Algérie et dans le monde arabe, nous explique le procédé. On peut bien sûr voir à travers une table lumineuse. C'est une technique pour voir un filigrane qui se trouve dans le papier. Et à travers ce filigrane, et en consultant quelques ouvrages, on peut trouver la date exacte ou le siècle quand le papier a été fabriqué. Ces chefs-d'œuvre du patrimoine national sont soumis dès leur acquisition à un traitement de conservation. Quand on reçoit des manuscrits, c'est la première des choses. On commence par l'évaluation scientifique et financière. Mais ces manuscrits, on va les proposer à la Commission nationale d'acquisition des biens culturels au niveau du ministère de la Culture. Oui. C'est le ministère ou la Commission qui décide pour l'achat de ces manuscrits. Ensuite, on peut, après bien sûr la réunion de la Commission nationale qui décide pour l'acquisition, on reçoit ces manuscrits au niveau du service des manuscrits. La première des choses, on va les envoyer au service conservation. Donc des analyses microbiologiques sont effectuées sur le manuscrit à son entrée au service de la conservation afin de détecter s'il est atteint par des moisissures. Dans le cas où le manuscrit est malade, on doit justement le traiter par
des produits chimiques ou bien le mettre dans un autoclave afin d'éliminer toutes ces moisissures. La Bibliothèque nationale d'Algérie reste ce lieu unique où il est possible d'admirer des livres et des objets singuliers, rares et inestimables. Et voilà, un très beau reportage de Samira Hadj Omar qui s'est déplacée au niveau de la Bibliothèque nationale d'El Hama pour nous faire découvrir donc, les manuscrits qui sont, je précise, conservés depuis 200 ans. Presque 200 ans. En fait, pas que les manuscrits, tout ce que les trésors de la Bibliothèque nationale d'Algérie datent à peu près. C'est des choses qui ont été cumulées depuis, je crois, un peu plus de 190 ans. Enfin, je crois que c'est à peu près 200 ans, je pense. Voilà, pourquoi j'ai dit trésor? Parce qu'il n'y a pas, ce qu'on a vu, c'était les manuscrits du Coran, mais il y a des manuscrits de géographie, de philosophie, d'astrologie. Il y a des manuscrits, alors, qui sont arabes pour la majorité. À 90%, c'est des manuscrits arabes, mais il y a des manuscrits récupérés de l'époque ottomane. Il y en a beaucoup. Il y a des manuscrits ottomans. Il y a des lithographies. Il y a des peintures, je ne sais pas si on les a vues, il y a des reproductions de maîtres pardon, comme Van Gogh, Rembrandt. On va les voir justement. Voilà. Alors, pardon. C'est le bateau de Van Gogh. Voilà ce qu'on voit. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a des lithographies, des photographies. Il y a des photographies de lithographies de Bey, de personnes d'Alger, enfin de personnages d'Alger qui étaient habillés avec des tenues traditionnelles. Ça nous a permis de savoir qui était Hassan, par exemple, les dignitaires ottomans qui étaient à l'époque en Algérie. Enfin bref, plein de choses. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur la Bibliothèque nationale? Elle est accessible au public. Elle est ouverte, c'est un espace qui est ouvert. Les étudiants, lorsqu'ils vont là-bas, ils peuvent accéder facilement au département, entre autres les manuscrits. On peut accéder aux livres, les chercheurs peuvent y aller. C'est un endroit qui est vraiment ouvert, même si c'est un bloc de béton qui a été construit avec beaucoup de... Il y a du design, c'est bien fait, mais voilà, c'est ouvert. Il faut dire aussi que la Bibliothèque nationale organise souvent des expositions justement pour faire découvrir de plus près au grand public donc toutes ces richesses et tous ces trésors que recèle la bibliothèque. Alors, la Bibliothèque nationale, depuis son ouverture, celle du Hama, a organisé des milliers d'événements. J'y ai assisté personnellement en tant que spectatrice et en tant que journaliste. Des milliers d'événements, jour comme en soirée. Et franchement, c'est ouvert à tout le monde. C'est un endroit très convivial. Il peut y avoir des expositions, il peut y avoir des conférences, il peut y avoir un tas de choses. Bon, je pense que ça a diminué avec la crise sanitaire, avec la pandémie, mais Inch'Allah, ça va reprendre. Voilà. Et la dame qu'on a vue, Madame Ben Yahya Thomas, la première intervenante dans le reportage, est effectivement la seule, l'unique spécialiste dans le monde arabe et en Algérie du procédé le filigrane, en fait. C'est pour pouvoir déterminer la datation. À peu de choses, pas la datation, pardon, parce que la datation se fait au carbone. C'est pour le papier, peut-être un peu l'origine. C'est difficile de trouver vraiment pour les vieux manuscrits, de déterminer avec exactitude l'origine des manuscrits. C'est comme pour le parchemin qu'on a vu tout à l'heure, celui qui date du IIIe siècle de l'Hégire. On ne sait pas très bien s'il vient d'Irak ou d'Afrique du Nord, pour te dire. Il se passe sur la qualité du papier. Voilà. L'écriture qui est faite en koufi, pour le coup. Mais sinon, en général, c'est du nasri. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Je pense. Oui. Voilà. Parfait. Merci. Oui. Non, on peut retrouver, il y a un livre qui a été fait par Messouda Boutaba. C'est une ancienne conservatrice à la Bibliothèque nationale. Je trouve qu'il est super bien fait. Il a été fait aux éditions Daliman et il reprend un peu l'inventaire des trésors de la Bibliothèque nationale d'Algérie. Voilà. Donc on peut voir peut-être quelques photos. Oui, qu'on a frisé tout à l'heure. Oui. Voilà.
Des manuscrits. Voilà, des manuscrits, mais on voit quand même toute une présentation dans le livre. Déjà des halls, de la terrasse. Ce qu'on voit là, ça a été fait avec de la pierre précieuse, lapis lazuli et de l'or. C'est du vrai or. Voilà, qui a été utilisé pour te dire, c'est tellement précieux. En général, c'est des ouvrages qui ont été faits pour des princes et des rois et des princesses. Donc, ça a beaucoup de valeur. Nous les avons, il faut aller les voir au Musée national. Au niveau de la Bibliothèque nationale. On a tellement parlé de musée, on t'a accompagné. Samira, que nous sommes restés dans le musée, mais effectivement, au niveau de la Bibliothèque nationale. De musée, c'est la même chose. Il y a le fonds maghrébin qui est encore très inexploité, qui est immense. Il y a le fonds de Jean Sénac, il y a des choses qui ont été offertes par des anciens présidents, donc des livres et des manuscrits. Il y a beaucoup de choses à découvrir à la Bibliothèque nationale du Hamma. D'autant plus que la bibliothèque, on rappelle, elle est ouverte à tous. À tous, voilà. Il suffit de s'inscrire, comme toutes les bibliothèques d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup Samira, encore une fois pour ce beau voyage, de nous avoir fait découvrir donc, les trésors qui ont presque 200 ans, n'est-ce pas, qui sont conservés depuis presque 200 ans. Voilà, j'insiste. Oui, voilà. Oui, mais c'est vrai. Merci beaucoup. On est fiers de ça. Bien sûr. Oui. Et comment? Donc on te retrouve samedi prochain, Inch'Allah, avec un autre beau voyage comme à l'accoutumée. Voilà, merci beaucoup Samira. Là, ça va être une petite virée que nous vous proposons du côté de Ouargla, puisqu'en ce moment se tient la semaine culturelle des jeux traditionnels. Tu avais joué quoi déjà comme jeu traditionnel? Je sais pas, la marelle cache-cache, Ajax, les billes, Qrida. Les billes, non, Qrida, mais les osselets. Voilà, effectivement. Et voilà, donc en ce moment se tient la semaine culturelle des jeux traditionnels. C'est au niveau de la maison de jeunes de Ngoussa, au niveau de Ouargla. C'est Farhat Mouzaoui qui a fait le reportage et on se retrouve juste après. Les jeux ont de tous les temps représenté un moment de détente et de loisir. Ils ont évolué dans le temps et dans l'espace. La maison de jeunes de Ngoussa a organisé une semaine culturelle où les jeux traditionnels sont présentés en premier plan. الألعاب التقليدية هذه قلنا أنها عندها ميزة خاصة أنها تنمي الذكاء عند الأطفال وتنمي كذلك الروح التعاون الاجتماعي بين الأطفال بحكم أن هذه الألعاب تلعب جماعية ما تلعبش فردية. هذه الألعاب تلعب جماعية وكذلك عندها هدف واحد آخر أنها بحكم أن كاين الألعاب الحديثة هذه الألعاب الإلكترونية التي عزلت الأطفال عن اتصال مع بعضهم البعض وهذه الألعاب كذلك كما قلنا أنها تعلم الأطفال الحساب الذهني والاستراتيجيات التخطيط. Leur objectif est de stimuler la créativité et l'esprit de concurrence et de combativité nécessaires dans l'évolution et l'adaptation dans la société. والقوس هو العصا اللي يضربوا بها الكرة مصنوعة من الجريدة اليابسة تاع النخلة مقوسة والكرة تكون مصنوعة من الليف. يتكونوا فريقين 7 ويكون عندهم المرمى ترمى الكرة في وسط المرمى وينطلقوا في اللعب. اللاعب الماهر هو اللي يوصل الكرة للمرمى وما فيهاش حكم وما فيهاش خط التماس معناتها فيها حرية في اللاعب داخل المرمى. Comme ce jeu appelé Tigzen, destiné aux enfants, et Sig, qui se joue avec des bâtons de palmier. El Kharbga est destiné aux personnes plutôt adultes. C'est un jeu de stratégie. Les règles de jeu ne sont pas faciles à comprendre. هذه قلنا لعبة شعبية من قبل يلعبوها. الناس قبل كانت التسلية تاعهم هذه وهي الأساس تاعها خطط حربية كما نقول. الإنسان يكون ذكي كيفاه كما نقولوا سيطرونج. قال الملك وقال الآخر هكذا. والناس من زمان يلعبوا هذه. كيما نقولوا تسليه تلعب تتحط زوج ديار. انا نحط زوج ديار عشوائيا والخصم تاعي يحط زوج ديار عشوائيا على حساب الديار تاعي هو يختار الديار تاعو
في اللعبه دي مثلا كيما هاني كليت انا ناكلو في الوسط تكلا في الوسط لازم تجي كي الشطرنج. الفرق بين هذه الخربقه والشطرنج هذه تحط عشوائيه على حساب الذكاء نتاع الخصم نتاعك، والشطرنج هو مدروس تسمى مخدوم ديريكتوم باش تلعب. L'initiative de cette journée est d'encourager les organisateurs et les parents à initier leurs enfants à ces activités. Ces jeux qui font partie de notre patrimoine traditionnel qui passera de l'oubli à la disparition si personne ne les pratique. Pour les organisateurs de cette journée, ils méritent respect et félicitations. Changement de style? Eh oui, changement de style, vous l'aurez compris, hein, quand il y a un changement de style, c'est qu'il y a quelqu'un de très particulier qui vient pour la dernière station de cette matinée. C'est Maïssa, comme d'habitude. Bonjour Maïssa. Bonjour Nolhouda. Maïssa, tu es magnifique. Merci, toi aussi. Ah bah oui, aujourd'hui, avec ce petit changement de style. Oui. Alors, c'est Maïssa qui avait pensé, hein, bien entendu. Oui. Ça va Maïssa? Ça va, tu vas super, bien? très bien. Très bien. Alors Maïssa, aujourd'hui, ça va être un sujet très intéressant, oui. n'est-ce pas, qui concerne les enfants Voilà. en plein mois de Ramadan. Ce sont tes enfants qui font le jeûne pour la première fois. En effet, oui. Donc, tu te rappelles, toi? Ah oui, je me rappelle. Oui, donc si tu veux, je peux te raconter. Je veux bien. Alors, oui, bien sûr. Moi, alors on n'a pas fait... Tu avais quel âge d'abord? Alors, j'avais quel âge? J'avais 8-9 ans, à peu près. Voilà, j'avais cet âge. Donc, j'ai commencé... Bon, j'ai pas fait tout le jour, mais j'ai fait juste une petite partie. Oui. Voilà, donc... alors, nous, on n'a pas fait une grande fête. On l'a fait entre nous, voilà, en famille. Donc, c'était un peu simple. Voilà, donc, ma mère m'a fait sortir au balcon. Et donc, en regardant le ciel, les étoiles, j'attends le mu'addin pour casser le siyam, pour rompre le jeûne. Et donc, voilà, je vois les étoiles et tout. Et ma mère me ramène voilà, elle me ramène une sherbet. On va en parler d'ailleurs de tout le rituel. On va en parler justement, juste après. Et je bois, bien sûr, c'est un moment donc, pour nous, pour déjà lire un peu de Coran. Et donc, voilà, tout ça. Voilà, mais sinon, aujourd'hui, donc on va parler de ce jeûne. Si on aura un petit moment, je te raconterai, moi, le premier jour de mon jeûne. J'avais 7 ans, je me rappelle très bien. Oui. Alors, mais sinon, aujourd'hui, donc ça va être la thématique, on va parler du jeûne chez l'enfant pour la première fois. Pour la première fois, donc le jeûne de l'enfant pendant le mois de Ramadan dépend principalement de 2 facteurs. Donc, nous avons son âge, l'âge de l'enfant, mais aussi son état physique et mental. Généralement, eh bien, les enfants de moins de 10 ans, donc il est déconseillé aux enfants de moins de 10 ans de jeûner. Mais à partir de cet âge-là, ils pourront commencer avec, en prenant certaines précautions. Il y a certaines règles à suivre pour le jeûne des enfants. Donc déjà, il est important de jeûner progressivement et fixer des jours, voilà, des jours de jeûne, comme par exemple le premier et le dernier jour. Voilà, donc et commencer par la demi-journée, par exemple, oui, voilà, pour encourager. Oui, il faut, voilà, comme tu l'as dit, spécifier des heures, comme par exemple de 8h jusqu'à 14h. Voilà. Ensuite, donc, s'abstenir de manger seulement et continuer à boire. On peut commencer comme ça avec les petits jeûneurs. Nous avons aussi donc quelques conseils que je peux vous les présenter, donc les conseils pour le jeûne de l'enfant. Alors, il est recommandé bien sûr de prendre une alimentation équilibrée, donc légumes, nutriments et bien sûr aliments sont au rendez-vous. Ils doivent être présents dans le repas du ftour. Aussi, donc il faut boire suffisamment d'eau, voilà, pour, après les heures de jeûne, pour prévenir la déshydratation. Mais aussi, Nolhouda, je ne te raconte pas. Il faut remplacer les boissons industrielles, les jus de fruits industriels par les jus de fruits naturels. هذه بواسون خضراء، هذه بواسون صفراء، وهذا غازوز، هذا حاجه حمراء. سي بوكو. هاد القوز وقزح فوق الطابله نقدروا نيفيتيوه. Pas vrai, Nolhouda? Ah oui, قوس قزح هذايا, il est très présent, hein? Ah oui. Il est très présent قوس قزح هذا, effectivement. Et oui, donc nous sommes dans la saison des fruits, nous avons plein de fruits dans notre pays, il est riche, donc on peut faire plusieurs jus, donc plusieurs boissons, etc. Et déjà, car c'est plus riche en nutriments et en vitamines. Et sinon, il y a un repas très important
aussi à ne pas sauter, n'est-ce pas? Non, qui est donc le repas du sahur. Le repas du sahur. Voilà, il est très important pour l'enfant qui doit jeûner. Donc, il faut leur donner l'énergie nécessaire pour tenir, pour supporter le jeûne toute la journée. Alors, vous pouvez leur donner des produits laitiers, du fromage, du lait, tout ça, des œufs, des fruits secs et même donc des céréales. Voilà. Mais sinon, le premier jour, donc la première fois où l'enfant va faire donc le jeûne pour la première fois, donc du sahur, plutôt de fajr jusqu'à le maghrib. Alors c'est tout un rituel, c'est la fête, n'est-ce pas? Donc il faut encourager l'enfant avec plusieurs rituels et tu vas nous en parler. Mais avant cela, Meissa, est-ce que tu permets qu'on invite une personne sur le plateau? Bien sûr. Alors, je voudrais... Vas-y. Pourquoi pas Mina? Effectivement, Mina Abed, tu sais pourquoi Mina Abed? Alors je ne sais pas si Mina Abed est en régie, je sais qu'elle est en régie, c'est sûr, parce qu'elle te ratera, qu'elle ne te rate pas. Alors Mina, si tu nous entends, s'il te plaît, viens nous rejoindre sur le plateau. Tu sais pourquoi? Parce que ce matin, lorsque je faisais le sommaire, je disais qu'aujourd'hui on va parler en compagnie de Meissa sur la rupture du jeûne pour la première fois chez l'enfant. Elle me dit, tu sais, on ne m'a pas fait tout ce rituel. Et justement, et ben voilà, Mina est là. Allez Mina, tu nous rejoins. Voilà, alors ce matin, on n'a pas pu trop débattre sur le rituel, mais Meissa est là, elle va tout te dire en détail. Bonjour Mina. Dis-moi tout. Je vais justement tout vous dire et à nos téléspectateurs aussi. Donc le rituel de la rupture du jeûne pour la première fois est pratiqué par pratiquement beaucoup de familles, en Algérie. Donc c'est une manière pour eux de sauvegarder les traditions. En effet, donc pour beaucoup de familles observent ce rituel dans une belle ambiance, dans une joie incomparable. Il faut dire aussi que les enfants ont mérité cet hommage, car toute la journée, une épuisante journée de jeûne, de soif et de faim. Ils l'ont bien mérité, les enfants. Ils l'ont bien mérité, voilà. C'est pas trop tard, hein. Voilà, en plus, on n'a pas l'habitude de le connaître, nous les enfants. Voilà, donc pas dans les jours ordinaires en tout cas. Pour le premier jeûne aussi donc de l'enfant, les parents choisissent tout d'abord le jour dans lequel l'enfant va jeûner. Généralement, c'est vendredi, Meissa. Oui, voilà, c'est le vendredi, lundi, jeudi. Généralement vendredi parce que les enfants n'ont pas école. N'ont pas école, exactement. Effectivement. Donc donc pour cette date symbolique, c'est souvent le milieu du mois. Comme tu l'as dit, ça peut être le vendredi, même le milieu du mois, Laylat al-Nas, mais aussi Laylat al-Qadr qui est donc la nuit du destin. Laylat al-Qadr khayrun min alfi shahr, pas vraiment le Effectivement. Effectivement. Et sinon, Meissa, il faut dire que, alors tiens-toi bien, Nina, que le rituel, ça diffère d'une région à une autre, donc pour la rupture. Tu vois, tu aurais pu bénéficier de plusieurs rituels à la fois. Hein. Mais je vais faire une tournée à partir de demain. Je vais aller dans chaque wilaya. Et tu vas tout savoir aujourd'hui grâce à Meissa. Je vais tout savoir. Donc on ne va pas te dire ça on le fait pas, ça n'existe pas. Grâce à Meissa, tu vas tout savoir aujourd'hui. Avec plaisir. Oui, donc nous allons commencer par la première région, donc les Algérois. Voilà, donc chaque région, comme tu l'as dit dans le Houda, a sa propre tradition. Et les Algérois, eux, c'est la fille qui jeûne donc pour la première fois. C'est elle qui va préparer sa propre shorba. Donc avec les ustensiles qu'on lui avait achetés spécialement pour cet événement. Donc je vous ai ramené justement le kiskes, le qdira, Attends, ne dis pas que tu as préparé ta shorba de alors non. C'est vraiment une portion là, hein. C'est vraiment juste pour la petite. Hein. Oui, c'est ça. Donc c'est un peu plus grand, mais c'est juste pour montrer ça. Voilà, donc avec les propres ustensiles qu'on lui a achetés. Aussi, donc la tenue, elle est très bien choisie. Comment ça s'appelle déjà? Voilà, محرمة الفتول, سروال الشلقة. Sur la tête est posé le fameux khit al-rouh. Oui. Voilà, donc c'est ça. Elle se présente toute belle sur la table. Pour bien sûr, elle va servir sa propre shorba, en commençant bien sûr par l'autorité masculine de la maison. Nous avons aussi, il n'y a pas que les filles dans tout cela, il y a aussi les garçons. Alors le garçon, lui, il est aussi très bien vêtu. Hada Brnos ou Hadi Chechet Istanbul, voilà, comme vous pouvez le voir sur la table. Serwal Loubia, voilà, tout ça. Donc comme vous pouvez le voir sur la table, nous avons Chechet Istanbul. Alors ce que font les garçons, c'est qu'ils prennent leur chechia, ils la posent sur la table.
table et les invités présents en cette cérémonie posent ce qu'ils ont, voilà, en récompense, en guise de récompense. Donc, par exemple, ça peut être de l'argent, ça peut être pour les filles une Louisa, voilà. Khamsa. Alors, pour les garçons, voilà, c'est de l'argent et même donc des pièces de monnaie. Voilà, et on même... s'enrichit vite, hein. Sauf si on donne des pièces de monnaie. Là, alors, Louisette, tu as vu, elle a bien précisé. Pour les filles, c'est Louisette. Hein. On s'enrichit vite, Mina. Hein. Voilà. Tu as vu? Donc, à bon entendeur, vu que je commence ma tournée demain, voilà, effectivement. Mais sinon, on va aller dans une autre région. Oui, bien sûr. Donc, nous avons la deuxième région qui est donc, la Kabylie. Voilà, eux aussi, donc, ils ont un rituel. Donc, on fait monter l'enfant sur le toit. Voilà, on le fait asseoir sur la poutre maîtresse de la maison. Voilà, et donc pour dire que ce sera le pilier, il est destiné à être le pilier de la maison. Pour rompre le jeûne, on donne, comme tu l'as montré dans le Houda, 3 œufs durs avec kessara. Voilà, un repas complet. Voilà, exactement, un repas complet. Donc pour une galette, pour les mêmes ingrédients que nos ancêtres prenaient. Voilà, après le jeûneur prend de l'eau dans un pot en terre cuite. Donc moi j'ai ramené une kolla. Voilà, la voici. Dans lequel on glisse une petite pièce de monnaie. Voilà. Et voilà, et donc, ou un petit bijou pour la fille. Pour la fille, voilà. On le garde après le bijou? Oui, c'est ça. Voilà, la réponse. Toi, tu l'as pas gardé. Je ne sais pas si je l'ai gardé ou pas. Hein. J'ai tellement gardé de choses, donc je ne sais pas si je l'ai gardé ou pas. Je vais demander tout à l'heure. Alors, ce rituel il est pratiquement le même dans presque toutes les régions d'Algérie. Et donc, la seule différence, c'est la tenue. Voilà, la tenue traditionnelle. Donc, que portent les enfants. À Tlemcen, par exemple, c'est la chedda. Et à Constantine, c'est la djouba fergani. Voilà, donc aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est qu'il y a toute une symbolique derrière ces traditions, donc qui prouve encore une fois le savoir-faire de nos ancêtres. Alors, l'eau sucrée, ou sherbet. Donc, sherbet, c'est donc du sucre. Voilà, qu'on fait bouillir avec de l'eau. Voilà. Attendez. Tu as même la recette, hein. On ne se fera pas de te dire on ne sait pas le faire, on ne sait pas ce que c'est. Regardez. Et donc, voilà, qu'on mélange. Il faut spécifier aussi que la cuillère, c'est pas n'importe quelle cuillère, parce qu'elle est généralement en argent. Oui, elle est généralement en argent, voilà. Et on y jette, en or, voilà, pour la fille. Et en argent pour le garçon. Donc voilà, alors la symbolique derrière ça, c'est qu'il y a, c'est pour relever le rythme cardiaque d'enfant, qui est déjà assez affaibli après toute une journée de jeûne. Aussi, nous avons la pièce en or, symbolise la pureté de son jeûne. Et enfin, donc, le lieu surélevé, qui est donc présage du haut rang qu'il occupera lorsqu'il grandira. Voilà, plus tard. Très bien, merci beaucoup Meïssa, merci pour ce beau voyage. Mina, tu sais ce que tu as à faire aujourd'hui quand tu rentreras à la maison? Je vais faire la collecte. Voilà, effectivement, il a tourné. Merci beaucoup Meïssa, c'était vraiment très intéressant de revoir et c'est tellement beau de parler de ces traditions et surtout de continuer à les pratiquer parce qu'il faut dire que plusieurs familles continuent à les pratiquer. Merci beaucoup. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Alors, vous retrouverez Nour Moqaddem demain. Amal Almi sera en votre compagnie mardi. Vous retrouverez Ismaël Belkaidia et Iman Mahalougaras respectivement mercredi et jeudi. Je vous souhaite une très agréable semaine à tous et on continue avec on termine plutôt avec la belle voix de Meïssa. Voilà. Voilà, donc je vais vous chanter une chanson de Salwa El-Jazairiya, A'la Oulidi Hijaballah.